Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de notre programme Demain s'invente aujourd'hui, qui aura pour thème « Comprendre ce que je consomme et ce que j'utilise ». Voilà, bienvenue à tous. Je suis Nathalie Devineau, je travaille au service prévention d'Harmonie Mutuelle et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Élodie Baskov. Bonsoir. Et de Géraldine Aignan, que certains d'entre vous connaissent déjà, car elle a animé plusieurs webinaires pour nous, notamment pour le programme de la santé des femmes. Donc voilà, c'est notre spécialiste en alimentation que je remercie d'être présente avec nous ce soir. Pour le webinaire de ce soir, donc... on sera ensemble pendant 1 heure à peu près. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet « Questions » en bas à droite. Vous avez également l'onglet « Chat » si vous souhaitez effectuer des commentaires. Je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire pour les prochaines conférences. Donc là, exceptionnellement, ce sera un petit cycle de 3 conférences entre fin novembre et début décembre sur le thème « Vivre longtemps en bonne santé, le secret des zones bleues ». Voilà, donc ce sera un webinaire en 3 parties, avec notamment la première partie sur l'alimentation le 27 novembre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien qui se trouve dans le chat. Voilà. Donc, vous avez également des documentations que vous pouvez télécharger dans Apps. Il y a 3 petits points en bas à droite de votre écran, partage de fichiers, et vous avez des documents que vous pouvez télécharger, notamment les 3 idées principales du webinaire de ce soir à retenir. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne conférence et je laisse la parole à Géraldine. À tout à l'heure. Merci Nathalie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer cette rencontre santé sur le thème « Comprendre ce que je consomme et ce que j'utilise ». L'objectif de ce soir, c'est vraiment de vous aider à vous repérer dans le discours marketing des emballages pour comprendre ce que contient réellement le produit. Parce que quand on voit effectivement tous ces packaging, il y a une grosse quantité d'informations et d'images qui orientent nos choix. Donc, je vais essayer de vous partager des repères simples pour vous aider à consommer des produits à la fois bons pour la santé et respectueux de la planète. L'idée, ça va être vraiment de changer de regard, changer d'attitude, ne plus prendre une marque qu'on connaît par cœur ou un produit, on sait exactement où il est sur l'étagère, mais vraiment essayer d'acheter un produit avec une composition nutritionnelle plus saine, un produit plus écologique pour la planète. Et j'espère donc à la fin de ce webinaire que vous deviendrez ce que j'appelle des consommateurs, des consommateurs actifs et critiques. Alors, on va voir ça en 5 parties. Une première partie qui sera dédiée à l'alimentation, qui sera vraiment la partie la plus longue de ce webinaire. Et puis après, on ira se balader un peu dans les autres rayons. Donc, en deuxième partie, on verra les ustensiles de cuisine. En troisième partie, les produits d'hygiène, de beauté, toute la cosmétique. En quatrième partie, les produits d'entretien et de nettoyage. Et enfin, une 5e partie sur les applis. Vous savez qu'il existe maintenant des outils et des applis numériques vraiment très intéressantes. Donc, restez jusqu'au bout pour avoir les petits tips parce qu'on peut vraiment s'aider de ces applis pour mieux consommer. Alors, j'attaque tout de suite avec cette première partie alimentation. N'hésitez pas à poser des questions et je tâcherai de répondre à certaines d'entre elles à la fin de chaque partie. Alors, je commence avec un petit exemple pour vous montrer que parfois il y a des jolies promesses marketing. Je prends l'exemple d'une pâte à tartiner dont la marque nous vante la délicieuse pâte à tartiner aux noisettes et au cacao. Et pourtant, quand je regarde d'un petit peu plus près la composition de ce produit, je m'aperçois qu'il y a en fait 50% de sucre,
20% d'huile de palme. Les noisettes arrivent ensuite à 13%. Il y a ensuite du lait écrémé, du cacao, environ 7%, et enfin un petit pourcentage d'émulsifiants et autres. Donc finalement, cette pâte à tartiner aux noisettes et au cacao, ça représente que 20% du produit, tandis que le sucre et l'huile de palme, eux, représentent 70% du produit. Donc, une belle promesse marketing, mais qui n'est pas forcément tenue. Alors, deuxième petit exemple, parce qu'il y a aussi parfois des packagings qui sont assez attirants, qui ont vraiment un bon look. Donc ici, c'est des nuggets végétales. Voilà, on nous dit qu'il faut un peu varier son alimentation, diminuer sa consommation notamment de viande rouge. Donc, pourquoi pas s'orienter vers ce genre de produit qui a l'air naturel, 100% végétal, avec un Nutri-Score A. C'est même saveur de l'année 2025. Ça a l'air assez bon. Et pourtant, quand je regarde d'un peu plus près la liste des ingrédients, d'abord, il y a de l'eau. Bon, ça m'étonne un petit peu. Et puis après, il y a des choses que je ne connais pas franchement, des fibres de bambou, du méthylcellulose, des fibres de plantain, un anome naturel, de l'amidon de pomme de terre. Bon, voilà, je me dis c'est un petit peu incohérent par rapport en fait à ce que j'imagine de ce produit. Voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas évident de se repérer dans toutes ces images. Et pourtant, ce packaging, c'est quand même une mine d'informations. C'est un packaging auquel on peut faire confiance parce qu'il répond à une réglementation européenne, qui est le règlement INCO, et qui a des critères assez stricts. Ce packaging, il doit être loyal, il doit être précis, il ne doit pas induire le consommateur en erreur. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais si vous voyez des erreurs sur certains packaging, vous pouvez le signaler. Il y a un site qui est fait pour ça auprès de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Donc, normalement, on peut lui faire confiance, mais en fait, il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus trop où regarder. Donc, je vais essayer de vous simplifier un petit peu tout ça et de voir cette lecture d'étiquette en 3 étapes. La première étape, ça va être vraiment de comprendre la liste des ingrédients. La deuxième étape, ce sera de regarder les labels. Et enfin, une troisième étape pour céder les différents scores. Donc, je vais prendre un exemple pour démarrer cette liste des ingrédients et comprendre comment elle est organisée. Voilà, je prends l'exemple d'un petit beurre avec des pépites de chocolat et je vous invite, quand vous avez votre packaging en main, à chercher en fait quand même cette liste des ingrédients et je m'excuse parce que c'est souvent ce qui est écrit en plus petit. Donc voilà, chaussez vos lunettes pour essayer de lire exactement ce que contient le produit. Alors, première chose à savoir dans cette liste des ingrédients, c'est que les ingrédients sont indiqués par ordre d'importance en quantité. Donc, le début de la liste comprend les ingrédients majoritaires de la recette. Et à la fin de la liste, vous aurez au contraire des ingrédients qui sont vraiment à teneur réduite, parfois même à l'état de trace. Donc ici, voilà, on parlait de biscuits petit beurre. Et ben, le premier ingrédient, c'est assez logique, contient de la farine. Donc, c'est l'ingrédient majoritaire. Alors, vous voyez qu'à côté de farine, il y a blé entre parenthèses, parce que l'industriel doit noter de manière obligatoire en gras les allergènes possibles. Ils ont été regroupés en 14, il y a 14 allergènes qu'il est obligatoire de mentionner. Donc, tout d'abord, évidemment, les farines qui contiennent du gluten, donc ici le blé, mais ça peut être aussi le seigle, l'orge ou l'avoine. Et puis, tout ce qui est produits de la mer, les crustacés, les mollusques, le poisson, les œufs, le lait font aussi partie des allergènes. Il y a aussi le soja, tout ce qui est arachide et fruits à coque, le lupin aussi, le céleri, la moutarde, les grains de sésame
et puis aussi les sulfites. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a un de ces ingrédients dans la recette, il doit être mentionné en gras. Ensuite, ici, le deuxième ingrédient, donc en quantité, c'est le sucre. Le troisième, c'est le beurre, donc à base de lait. Donc voilà, lait qui est aussi écrit en gras. Et puis à côté, vous avez donc un quatrième ingrédient qui est le chocolat au lait. Et là, il y a une parenthèse. Cette parenthèse, en fait, détaille la composition du fameux chocolat au lait. Donc, le chocolat au lait utilisé est fabriqué à partir de sucre, de beurre de cacao, de poudre de lait, en gras à nouveau, et de sel. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une parenthèse, c'est pour détailler la composition de l'ingrédient qui précède. Et enfin, à la fin de la liste, vous avez parfois un certain nombre d'additifs qui sont mentionnés. Alors ici, vous avez par exemple le E427 qui est mentionné avec sa nomenclature européenne sous forme de chiffres comme ça, donc ça ne vous dit pas grand-chose. En l'occurrence, le E427, c'est une gomme de cassia, c'est un agent de texture. Ou c'est écrit parfois en toutes lettres, comme là le carbonate d'ammonium, qu'on aurait pu aussi écrire sous sa forme européenne, donc le numéro E503, qui est lui un correcteur d'acidité. Alors tous ces additifs, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des petites substances ajoutées par le fabricant. Ce sont des ingrédients en fait technologiques pour préserver, améliorer les aliments. Donc, il y a des conservateurs et des antioxydants qui vont garantir la qualité sanitaire des aliments. Il peut y avoir des colorants, des édulcorants, des exhausteurs de goût qui vont améliorer soit l'aspect, soit le goût. Il peut y avoir des épaississants, des gélifiants pour donner une certaine texture au produit. Et puis, il y a toute la famille aussi des émulsifiants, des stabilisants qui vont garantir la stabilité du produit dans le temps. Donc, évidemment, certains additifs sont utilisés depuis des siècles. Je pense notamment pour la conservation de certains produits. C'est le cas, évidemment, du sel pour conserver les viandes ou les poissons séchés. C'est le cas du sucre pour conserver la confiture, du dioxyde de soufre pour le vin. Et là, effectivement, l'effet en fait technologique apporté est tout à fait valable et utile. Mais parfois, malheureusement, ces additifs sont bien inutiles. C'est le cas notamment des colorants. Les industriels doivent les mentionner sur les étiquettes, c'est obligatoire, et leur teneur est réglementée. C'est-à-dire qu'aux doses utilisées dans le produit, elles sont évidemment sans risque pour le consommateur. Le seul problème, c'est que on retrouve pas mal d'additifs dans les produits agroalimentaires et puis on va surtout en consommer en fait tout au long de la journée, en démarrant par exemple par des céréales de petit déjeuner, puis après un plat préparé au déjeuner, puis après des fameux biscuits, etc., etc. Donc on va cumuler un certain nombre d'additifs et ça va avoir un impact sur notre santé. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, qui peut avoir un impact quand même assez fort sur notre santé. Donc l'idée, ça va être d'essayer de limiter effectivement ce nombre d'additifs dans les produits. Donc comme je vous le disais, certains sont bien sûr sans risque pour la santé, c'est le cas des choses assez naturelles comme les poudres de curcuma, les vitamines C, les vitamines E, etc. Mais certains sont vraiment à limiter, voire à supprimer. Je parlais donc des colorants, ça c'est la famille des E100, E102, E104, qui sont plutôt à limiter. C'est le cas des nitrites. J'imagine que vous avez entendu parler du fameux nitrite de sodium qui a fait pas mal couler d'encre. C'est le E250, voilà, qui est contenu dans certains produits de charcuterie.
Il faut essayer plutôt de le limiter aussi. Les émulsifiants, les polysorbates, voilà, qui eux vont agir sur notre intestin et détruire la perméabilité de notre intestin. C'est le cas aussi, par exemple, du E621, qui est le fameux glutamate de sodium, qui est un exhausteur de goût et qui peut provoquer des réactions allergiques. Et puis, je vous parlais aussi des édulcorants, et donc notamment le E951, qui est l'aspartame, qui est souvent utilisé pour remplacer le sucre et qui va avoir un impact assez fort en fait sur notre microbiote. Vous savez, toutes ces cellules que l'on a dans l'intestin. Donc voilà, la présence d'additifs comme ça, c'est vraiment un indicateur qu'on est en train d'acheter un produit qu'on appelle un produit ultra transformé. Et ces produits ultra transformés sont souvent aussi voilà, trop sucrés, trop salés, trop gras, et va entraîner plus de maladies, on appelle de maladies de civilisation, comme le surpoids, le diabète, l'obésité. Donc, c'est intéressant de savoir en fait combien il y a d'additifs dans les produits que l'on consomme et que l'on achète. Alors ensuite, si je continue de détailler cette liste des ingrédients, vous voyez qu'il y a un arôme. Là, c'est un arôme naturel de vanille. Alors, on a de la chance dans cette liste des ingrédients, dans cette recette, parce que le fabricant a utilisé un arôme naturel, donc il nous le précise, ça n'est pas un arôme artificiel, et en plus il est de vanille, donc on sait qu'il est vraiment issu de la vanille. Si vous avez juste écrit arôme sans l'adjectif naturel, sachez que c'est un arôme artificiel. Alors parfois le goût est précisé, par exemple arôme pomme, donc ça veut dire que c'est un arôme au goût de pomme. Mais parfois, il y a juste écrit le mot arôme, et là, on sait donc que c'est un arôme artificiel, mais on n'en connaît pas la saveur. Donc, quand vous voyez arôme naturel de quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est un arôme qui est intéressant, naturel, et pas du tout artificiel. Ensuite, un autre ingrédient qui est un sureau de glucose. Alors là, je ne sais pas si ça vous parle, ça. Moi, personnellement, je ne sais pas trop ce que c'est. Je peux vous en citer d'autres termes un peu comme ça. Parfois, on parle dextrose. Parfois, il y a écrit sirop de glucose-fructose. Parfois, maltodextrine, amidon modifié. Alors, je ne sais pas, à votre avis, de quoi on parle. Peut-être que certains savent ce que c'est. Mais tout ça, c'est des termes un peu obscurs, moi je les appelle comme ça, et en fait ça veut dire en gros du sucre. Alors c'est pas le sucre classique que l'on connaît, qui est comme là dans notre ingrédient numéro 2. Là quand c'est écrit sucre, bien sûr il s'agit du sucre de table qui provient donc soit de la betterave sucrière, soit de la canne à sucre. Mais tous ces autres petits termes que je vous ai cités, c'est en fait un sucre industriel qui est fabriqué à partir d'amidon de maïs, d'amidon de blé, d'amidon de pommes de terre. Et chacun, en fait, ont des propriétés différentes. Elles peuvent soit améliorer la texture, soit améliorer la conservation du produit. Le gros avantage, c'est pour l'industriel que, bien sûr, il coûte moins cher qu'un sucre classique et qu'ils vont avoir ces petites propriétés particulières. Le seul problème, c'est que ces sucres-là ont un pouvoir sucrant très élevé et donc vont entraîner en fait un index glycémique fort du produit. Et donc, au final, vous aurez un produit évidemment trop sucré. Voilà, donc essayons aussi de regarder ces termes et d'essayer d'avoir des termes que l'on comprend dans la recette. C'est le cas aussi des matières grasses, parce que parfois, il y a écrit huile végétale. L'huile végétale, c'est pareil. De quelle huile parle-t-on? Je ne sais pas si ça vous
dit quelque chose. Mais généralement, quand le fabricant n'a pas précisé quelle huile il utilise, on peut se douter que ce n'est pas une huile qui est forcément de très bonne qualité. Quand il y a écrit huile végétale, c'est souvent que le fabricant a utilisé une huile de maïs, une huile de palme, une huile de coco, une huile d'arachide, une huile de tournesol qui ne sont pas excellentes pour la santé. Bien sûr, si c'est précisé, une huile intéressante, huile d'olive, huile de colza, si l'industriel utilise ces huiles-là, ce sera généralement écrit en toutes lettres dans la liste des ingrédients. Parfois, il y a même écrit huile végétale hydrogénée. Alors là, c'est que l'huile a subi une hydrogénation partielle d'ailleurs ou totale, mais qui change en tout cas la nature des acides gras et qui est en effet aussi pas bonne pour la santé et plutôt à éviter. Voilà, donc essayons aussi de privilégier en fait à nouveau des ingrédients qu'on connaît, qu'on pourrait avoir finalement dans nos placards. Donc, si je résume un petit peu cette liste des ingrédients, comment la lire de manière rapide, et bien vraiment regarder le haut de la liste pour savoir si les ingrédients majoritaires sont conformes en fait à ce que vous attendez du produit. Hein. Donc là, ici, voilà, on a un biscuit type petit beurre. Si je le faisais à la maison, évidemment, j'utiliserais de la farine et du sucre. Si je fais une pâte à tartiner au chocolat, j'imagine que chez moi, je vais quand même utiliser en priorité du chocolat. Donc, est-ce que le haut, la liste correspond vraiment au produit que je vais acheter? Et regardons la fin de la liste et comptons en fait le nombre d'ingrédients technologiques qui a été rajouté par l'industriel et essayons effectivement de limiter au maximum ce nombre d'additifs ou d'arômes ajoutés, etc. Donc, plus la liste est brève, finalement, plus vous êtes à peu près sûr d'acheter un produit qui n'a pas été trop transformé, plus la liste est longue, plus il y a d'ingrédients et plus vous risquez d'acheter un produit ultra transformé. Voilà, j'espère que c'était clair. Avant que je passe à la deuxième étape de lecture qui va être autour des labels, parce que on peut évidemment s'aider de certains labels. Notamment des labels qui sont des signes officiels de qualité. Ceux qui apparaissent à l'écran, j'imagine que vous devez en connaître certains. Ceux-là répondent à un cahier des charges défini et ces produits sont contrôlés régulièrement par la DGCCRF. Donc, les premiers labels que vous voyez, type AOC, appellation d'origine contrôlée, indication géographique protégée, sont des labels qui font référence à un savoir-faire reconnu dans une aire géographique bien déterminée. Donc, une des étapes, ou toutes les étapes de production, d'élaboration, de transformation ont lieu dans une aire géographique bien limitée. On parle par exemple d'un camembert de Normandie, si on a l'AOC camembert de Normandie ou un jambon de Bayonne. Donc là, c'est vraiment une histoire de savoir-faire dans un terroir bien déterminé. Vous avez un deuxième label qui est très utilisé en France, qui est le label rouge. Alors ça, c'est très utile pour comparer en fait deux produits similaires. Vous savez que celui qui a le label rouge a un niveau de qualité en fait supérieur par rapport aux autres produits, du fait soit de ses conditions de production ou de fabrication. Ensuite, il y a tous les logos autour de l'industrie
l'agriculture biologique, c'est pas l'industrie, c'est l'agriculture biologique, avec le fameux logo français AB d'agriculture biologique, auquel a été apposé depuis 2010 le label bio européen, c'est-à-dire, vous voyez cette fleur, enfin cette feuille plutôt, avec toutes les étoiles, c'est le label bio européen. Et évidemment, l'agriculture biologique, c'est un mode de production alliant des pratiques environnementales optimales, un respect de la biodiversité, du bien-être animal, une préservation des ressources naturelles, et puis aussi c'est garanti avec moins de résidus de pesticides. Alors, certains logos, qui existent d'ailleurs pour certains depuis longtemps et d'autres qui se sont créés après 2010, certains labels vont en fait au-delà des critères européens. Donc, c'est le cas, par exemple, de Nature et Progrès, Biocohérence, Déméter, voilà, qui sont plus exigeants, j'allais dire, que la réglementation européenne. Et puis, dernier label officiel, alors qui est peut-être un peu moins connu, c'est le label de spécialité traditionnelle garantie, qui protège là, la composition traditionnelle d'un produit ou d'un mode de production au niveau européen, voilà, pour être sûr qu'on utilise la bonne recette. Donc, on va parler d'une mozzarella typique, d'un jambon serrano typique, et on a garanti que ça a été produit selon cette recette traditionnelle. Donc ça, c'est pour les signes officiels de qualité. Il y a d'autres signes non officiels, mais qui sont également très intéressants et qui fournissent des informations très pertinentes sur la durabilité ou même la qualité du produit. Et il y a un premier logo, label, voilà, plutôt que j'affectionne particulièrement, qui est le label bleu blanc cœur. Pourquoi ? Parce que dans cette filière d'élevage, eh bien, on va donner aux animaux une alimentation qui est de meilleure qualité nutritionnelle. Donc, on va enrichir l'alimentation avec notamment des graines de lin, de l'herbe, de la luzerne, qui sont en fait riches en oméga 3. Et donc, on va retrouver dans les produits, par exemple dans le lait, dans les œufs, dans la viande, plus d'acides gras oméga 3, qui sont des excellents acides gras, excellents pour la santé. Et donc vraiment l'objectif de cette filière bleu blanc cœur, c'est de lutter contre les maladies de civilisation en augmentant la part d'oméga 3 dans les produits. Donc vraiment une filière très intéressante, essayez de chercher ce petit label, notamment sur les œufs. Ensuite, vous avez des logos de pêche durable qui sont aussi intéressants parce qu'évidemment, elles garantissent une pêche moins destructive du milieu marin. Elles assurent aussi la pérennité des stocks de poissons dans les zones de pêche. Donc là, ça a vraiment un impact environnemental intéressant. Il y a aussi un logo Origine France. Alors là, attention, hein, ça ne veut pas dire que tous les produits ou les ingrédients de la recette sont français, mais en tout cas, l'ingrédient majoritaire doit être d'origine France et le produit a été préparé et conditionné en France. Et puis enfin, vous avez les logos de commerce équitable. Donc ça, c'est plutôt pour les produits voilà, qui sont importés. Logo aussi très intéressant parce que ça garantit quand même des meilleures conditions de travail pour les ouvriers. Et puis, ça limite aussi l'utilisation des pesticides. Donc, ça a aussi un impact intéressant pour notre santé. En revanche, voilà, il y a des logos qui sont purement marketing, j'allais dire, et c'est comme les produits, les logos, pardon, élus produits de l'année ou saveurs de l'année. Là, c'est un panel de consommateurs qui a noté en fait de manière un peu subjective les produits.
Troisième étape de lecture et dernière étape pour que vous ayez fait le tour de votre packaging, j'allais dire, c'est de céder des différents scores, s'il y en a, sur le produit. Alors, évidemment, je vais vous parler du Nutri-Score, hein, qui est quand même le score le plus officiel, qui est celui qui a été conçu par Santé publique France et qui est quand même très simple, rapide à comprendre avec ce code couleur et ses lettres. Donc, évidemment, quand on a un score A vert, ben, on a plutôt un produit de bonne qualité et évidemment E rouge, un produit de moins bonne qualité. Alors, comment il est calculé, ce score? Et ben, en fait, il est évalué avec la quantité de protéines, de glucides, de graisses saturées, de fibres et de sel rajoutés dans le produit et ça donne un score. Alors, là, j'ai indiqué le logo avec le nouveau calcul parce que ce score a été réévalué en 2024 pour pénaliser un peu plus les produits qui avaient une trop grosse teneur en sucre et en sel et pour valoriser justement les fibres parce que avec l'ancien Nutri-Score, il y avait quand même quelques produits qui étaient bien notés alors qu'ils étaient nutritionnellement pas terribles. Donc voilà, le Nutri-Score, il a vraiment l'avantage dans un seul coup d'œil avoir un avis sur le produit. Ça permet aussi de comparer deux produits similaires et de prendre évidemment celui qui est le mieux noté. Mais il n'est pas, malheureusement, pas encore parfait puisqu'il ne prend pas en compte justement les fameux additifs et le degré de transformation du produit. Ce qui fait qu'on arrive encore à avoir des notes un petit peu aberrantes comme celle que je vous présente là, avec par exemple une huile d'olive, qui est une huile d'olive vierge, donc qui n'a pas été raffinée, qui est bio de surcroît. Alors évidemment, c'est que du gras, l'huile, mais ça a un Nutri-Score B. Et à côté, vous avez des canettes de Coca-Cola, 0 en plus, donc ça veut dire qu'elles sont sans sucre. Le sucre a juste été remplacé par un édulcorant type aspartame et qui finalement se retrouve aussi avec le même Nutri-Score, donc c'est quand même un petit peu étonnant. Voilà, donc il n'est pas encore parfait, mais je suis sûre qu'il va continuer à évoluer dans les années à venir. Et en tout cas, il est intéressant de connaître, et je vous en parle maintenant parce qu'on en reparlera quand on va parler des applis. Je ne sais pas si vous connaissez cette classification NOVA qui a été mise en place par des chercheurs brésiliens en 2009 et qui justement, eux, classent les aliments selon leur degré de transformation. Donc c'est pareil, c'est très très simple, le code couleur est identique, on va de 1 à 4, avec 1 des aliments qui sont très peu transformés, qui sont bruts ou peu transformés, et 4 des aliments ultra transformés. Voilà, retenez juste ça parce que on va en reparler au moment des applis. Alors, Nathalie, on voulait mettre un petit sondage pour savoir si les gens, justement, parmi nous, enfin ceux qui sont avec nous, ont l'habitude ou pas de lire ces étiquettes. Oui, tout à fait, Géraldine. Donc, effectivement, je publie le sondage. La question est la suivante. Avez-vous l'habitude de lire les étiquettes des produits alimentaires? Et vous avez le choix entre 3 réponses. Toujours, parfois ou jamais. Eh bien, il semblerait, Géraldine, que la tendance soit plutôt à ce que les participants regardent toujours les étiquettes des produits. On est à peu près 60% de toujours et 37% parfois, voilà, 60, 39, ça oscille entre 60, 40, voilà, et jamais 5-6%. Ah bah formidable. Bon, alors on a déjà des gens très avertis sur le sujet, c'est super.
Voilà, il faut continuer à effectivement lire notamment cette fameuse liste des ingrédients qui voilà, permet de bien comprendre ce qu'on achète finalement. Alors, avant de passer à la deuxième partie, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, effectivement, il y a plusieurs questions. Donc, Elisabeth avait demandé donc, des questions sur le Nutri-Score, mais voilà, vous avez répondu au fil de l'intervention. Mais elle demande quand même qui met le Nutri-Score sur les emballages. Est-ce que, voilà. Ça, c'est l'industriel hein, qui décide ou pas d'apposer ce fameux Nutri-Score. Donc, c'est l'industriel qui décide. Ce n'est pas obligatoire. D'accord, merci. Est-ce qu'il existe une liste quelque part, quelque chose de fiable pour savoir une liste des additifs à ne pas consommer, ceux qui peuvent être dangereux pour la santé? Est-ce qu'il y a un listing qui existe, sachant qu'il y a un participant qui a partagé une liste dans le chat, un lien, mais voilà, je ne sais pas si cette liste est correcte. Et alors, je ne la connais pas non plus, donc là, je ne pourrais pas y répondre, mais oui, je pense que c'est trouvable effectivement sur Internet, une liste assez fiable. Voilà, en tout cas, moi, il fallait que je vous en ai cité quelques-uns, hein, mais voilà, retenez que les colorants sont généralement peu utiles, hein, parce que avaler un biscuit qui aura une couleur bleue ou voilà, des bonbons tout verts, voilà, c'est pas idéal. Voilà, les fameux nitrites hein, dont je vous parlais, on sait aussi maintenant que ça pose des problèmes pour la santé. Le fameux aspartame hein, qu'on retrouve dans beaucoup de boissons, de produits dits sans sucre. Voilà, ça a aussi vraiment un impact sur l'écosystème intestinal. Et en fait, ce qui est un petit peu dommage, c'est que généralement, la science, elle évolue un peu plus vite que la réglementation. Donc, la science nous avertit hein, sur le fait qu'il y a quand même des dangers à consommer trop d'additifs. Par contre, voilà, les réévaluations des agences sanitaires de sécurité et donc la législation, ça prend plus de temps. Merci. Et une dernière, est-ce qu'on peut se fier aux labels non officiels comme Bleu Blanc en Cœur, Pêche MSC, etc. Alors, tout à fait. Les produits Bleu Blanc Cœur sont aussi très contrôlés par la filière. Et si vous êtes curieux, vous allez sur le site de la filière Bleu Blanc Cœur, vous verrez un cahier des charges qui est très précis que l'éleveur doit répondre en fait à ce cahier des charges pour pouvoir apposer ce label Bleu Blanc Cœur. Donc oui, on peut s'y fier, les produits sont contrôlés. Merci. Et petite information, il y a Annie qui nous dit que sur le site Que Choisir, il y a une liste des additifs avec la nocivité. Et je pense que c'est une bonne source d'information. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour cette remarque. Tout à fait. Je n'y pensais pas alors que j'y vais très souvent. Et je vais parler justement de quelques études Que Choisir. Donc oui, très bonne source d'information. Ouais. Donc on peut passer à la suite, vu l'heure aussi. On fait gardien du temps aussi, mais il est 18h40. Très bien. Alors, continuons avec notre deuxième rayon, qui est les ustensiles de cuisine. Écoutez, pour la cuisine, en fait, et notamment pour la cuisson, toutes les poêles à base de métal, donc acier, inox, fonte, sont vraiment sans danger pour la santé, hein, parce qu'elles ne contiennent ni solvants, ni additifs de synthèse, ni liants organiques, en fait, qui seraient susceptibles de migrer dans les aliments. Donc, on peut les utiliser au quotidien. Elles ont quand même un petit défaut, ces poêles-là, c'est qu'elles ont tendance à accrocher, à brûler un peu la nourriture. Et voilà, on sait qu'un produit qui est trop noirci est plutôt pro-inflammatoire, pro-oxydant, et se révèle cancérigène. Donc, il faut éviter de faire brûler ces aliments. C'est pour ça d'ailleurs que les industriels ont créé des poêles, notamment avec des matériaux
anti-adhésif. Alors, évidemment, ça a un côté pratique, voilà, indéniable, parce qu'on va pouvoir cuisiner sans ajout de graisse ou sans faire brûler les aliments. Mais malheureusement, voilà, ça contient des polluants éternels qu'on appelle les PFAS et qui sont nocifs pour la santé. Alors, depuis 2020, les fabricants n'ont normalement plus le droit d'utiliser ces fameux composés, mais justement, le magazine Que Choisir, en fait, a dénoncé récemment l'utilisation d'autres composés qui sont tout aussi douteux. Donc, le réflexe à avoir pour ces poêles anti-adhésives, c'est vraiment de les utiliser en fait de façon modérée, parce que c'est surtout la fréquence d'utilisation de la poêle. Si on utilise vraiment trop fréquemment sa poêle, qu'on va avoir un risque de toxicité. Donc voilà, conservons l'utilisation de ces poêles pour, par exemple, cuire des crêpes, ça peut être très pratique. Voilà, de temps en temps, quelque chose qu'on ne veut pas du tout faire cramer. Mais voilà, on va s'en servir pour un usage plus modéré et non pas quotidien. Et puis, je souligne aussi qu'il faut éviter tout type de rayures sur ces poêles parce que elles entraînent une rupture en fait de la chaîne moléculaire qui compose le revêtement et donc le revêtement n'est plus homogène et donc vous allez avoir aussi une libération de certaines molécules qui peuvent être trop toxiques. Voilà, donc d'une manière générale, privilégions les matériaux un peu nobles, les plats en inox, en fonte, en verre, en céramique, en terre cuite et vraiment l'inox multicouche. C'est une excellente option. Alors, je voulais aussi faire un petit aparté sur les contenants, parce que ça me paraît important de rappeler qu'il faut éviter notamment de réchauffer en fait les aliments dans des contenants en plastique. Malheureusement, quand on se fait livrer des produits ou quand on achète des produits surgelés, c'est encore beaucoup dans des boîtes en plastique et ces boîtes-là peuvent renfermer des phtalates ou du bisphénol, qui va migrer en fait dans les aliments sous l'effet de la chaleur. Donc, tous les emballages et d'ailleurs tous les objets en plastique sont identifiés par un symbole. Vous voyez ce petit triangle qui comprend un chiffre. Et ce chiffre, en fait, il indique le type de résine utilisée. Et donc, certains sont mieux que d'autres. En fait, toutes les résines et tous les plastiques ne représentent pas la même toxicité. Donc, on va privilégier plutôt les petits symboles 1, 2, 4, 5 et éviter 3, 6 et 7. Vous pouvez vraiment prendre n'importe quel emballage plastique et vous trouverez ce petit triangle. Et puis donc, privilégions les contenants en verre, qui sont beaucoup développés ces dernières années, qui sont quand même très pratiques pour conserver les aliments au réfrigérateur, retirer le couvercle en plastique et le réchauffer directement au micro-ondes. On a des belles industries françaises qui travaillent le verre, donc profitons-en. Essayons aussi d'acheter notamment un maximum de produits dans des contenants en verre. Je pense notamment à l'huile parce que le gras capte très vite les polluants. Et puis, vous savez, il y a aussi tous ces nouveaux emballages pour éviter les films alimentaires, que ce soit de la cire d'abeille ou du coton bio, qui peut aussi être avantageuse, changer nos films alimentaires, pardon. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. J'accélère un petit peu, effectivement, pour être dans le timing sur cette deuxième partie. Alors, il y avait une question sur les moules en silicone. Est-ce que c'est bien ou pas? Alors, les moules en silicone, c'est pas alors, ça dépend déjà du type de silicone. Il y en a des plus ou moins bien. Mais de manière générale, à aussi utiliser de manière occasionnelle. Pas du quotidien.
Mais c'est très, très pratique, ça c'est sûr. Après, voilà, il y a pas mal de questions qui arrivent là, j'essaie de les lire. Alors, que penser des poêles métalliques qui doivent être culottées, donc un peu brûlées pour qu'elles n'accrochent pas? Oui, alors ça, c'est une opération qu'on peut faire effectivement avant de cuire et qui est intéressante si on culotte bien la poêle, effectivement. Oui. Une fois que c'est fait, on peut utiliser sa poêle sans problème. Voilà, après, c'est pour ça que je parlais de l'inox multicouche, qui est une solution intermédiaire un peu plus facile à utiliser. Une petite dernière question. Donc maintenant, visiblement, on peut trouver des récipients en verre borosilicate, vous ne connaissez pas, qui sont plus légers que le verre. Que valent-ils? Est-ce bien? Alors, écoutez, c'est une colle. Je ne sais pas ce que c'est que le verre borosilicate. Donc là, je ne saurais pas répondre. Mais du coup, je vais m'y intéresser. Voilà, je suis très honnête. Après, voilà, on ne peut pas répondre à toutes les questions, on essaie d'avancer sur le sujet. En tout cas, merci pour vos questions et votre intérêt. Et on va peut-être passer sur la prochaine. La troisième partie, voilà, qui concerne donc les produits plutôt cosmétiques. Donc les produits cosmétiques, malheureusement, sont aussi source de molécules potentiellement dangereuses pour la santé. Ils contiennent par exemple des phtalates, des parabènes, des alkylphénols qui, on sait aujourd'hui quand même, perturbent le système hormonal. Alors, ces produits cosmétiques, c'est marrant parce qu'ils sont soumis, en fait, comme les produits alimentaires, à une réglementation européenne aussi qui est assez stricte. La liste des ingrédients est aussi classée par ordre décroissant. Et essayons à nouveau de privilégier, en fait, les formules plutôt sans parabènes, sans silicone ou d'autres ingrédients comme ça qui sont assez controversés. J'insiste surtout sur les parabènes parce qu'en fait, ils sont utilisés dans 80% des produits d'hygiène et de toilette. Donc, on les retrouve notamment dans les crèmes hydratantes, le maquillage, les produits de soins capillaires, les gels nettoyants. Ils sont très utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de préserver la qualité des produits. Et ils empêchent en fait la prolifération de microbes. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup. Au niveau européen, comme je vous le disais, donc, ils sont encadrés, l'utilisation de ces parabènes. On ne peut pas dépasser 0,4% de parabènes par produit. Mais voilà, comme il y en a un peu partout, à nouveau, ça se cumule. Donc, vous les retrouverez souvent à la fin de la liste. Vous retrouverez ce suffixe parabène, donc ça peut être méthylparabène, éthylparabène. Et on sait aujourd'hui que ce sont quand même des perturbateurs endocriniens et certains susceptibles de provoquer le cancer du sein. Et effectivement, j'insiste un peu pour les femmes parce que on en retrouve un peu partout, donc dans le vernis à ongles, dans le fond de teint, dans le maquillage, les démaquillants, le rouge à lèvres, il y en a un peu partout. Donc, première chose à faire, essayons de trouver des cosmétiques avec une liste d'ingrédients assez courte. Et puis, on peut aussi s'aider de ces labels qui s'affichent à l'écran, ces labels de cosmétiques, qui sont quand même un moyen assez rapide de savoir si les produits sont de confiance ou non, parce que dans ces labels-là, eh bien, les ingrédients utilisés seront d'origine naturelle, comme des beurres de karité, des eaux florales, des cires naturelles, des colorants ou des pigments naturels. Et puis, toutes ces matières utilisées sont aussi plus respectueuses, évidemment, de la nature. Et c'est aussi des procédés de fabrication, en fait, des procédés physiques et chimiques qui sont plus simples, qui sont moins polluants, moins dangereux, moins énergivores que leur équivalent en cosmétique classique. Et puis, au-delà de ces labels pour les crèmes ou autres, revenons aussi à des choses très
très basique, j'allais dire, hein, un savon, un pain de savon tout simplement, un savon de Marseille, un savon d'Alep, un savon avec de l'huile d'olive. Voilà, ça fonctionne très bien. Ça est utilisé aussi depuis quand même la nuit des temps. Et ça évite d'avoir un certain nombre d'allergènes, parce que par exemple dans les gels douche notamment, il y a beaucoup d'émulsifiants. Alors ça c'est génial parce que ça mousse bien. C'est pas parce que ça mousse beaucoup que ça lave mieux. Donc voilà, revenons à des produits simples, à des shampoings aussi secs sous forme de savon. Et puis pour citer encore le magazine UFC Que Choisir, ils ont sorti une étude assez récente sur les dentifrices notamment, et qui ont montré que dans les dentifrices industriels, il y avait aussi beaucoup d'allergènes, notamment donc, des parabènes, du triclosan et du dioxyde de sodium, qui permet d'avoir un dentifrice bien blanc. Mais voilà, à nouveau, on va accumuler un certain nombre d'additifs. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette troisième partie, sinon je regarde. Donc, il y a une question qui demande si les crèmes solaires sont-elles mauvaises. J'imagine que ça dépend lesquelles. Oui, tout à fait. Ça va dépendre vraiment des marques et des produits utilisés. Et c'était plus une réflexion, mais Jocelyne qui nous dit certains produits achetés en pharmacie ne sont pas pour autant meilleurs que dans le commerce. Donc, c'est un peu ce côté de action. Je suis tout à fait. Comment on fait pour se retrouver parmi tout ça? Alors, oui, tout à fait. Remarque très juste, parce que c'est vrai que parfois, on va dans une pharmacie, donc on pense qu'on va avoir un produit qui a une bonne composition, et finalement, ce n'est pas toujours le cas. Et pour répondre à votre question, on va en reparler à la dernière partie, mais voilà, les applis peuvent vraiment vous aider, notamment pour ces cosmétiques, parce que ce n'est pas évident de comprendre ces listes qui sont parfois très longues et qui sont même parfois en anglais et pas forcément en français. Enfin, voilà, parfois, c'est très peu compréhensible. Justement, il y a une question sur les applications, mais on y reviendra après. Voilà, exactement. Là, je poursuis avec cette quatrième partie, donc sur les produits d'entretien et de nettoyage, parce que les produits d'entretien, alors là, on en a, mais de plus en plus. Vous voyez le rayon là qui est en photo. Alors, il y en a un pour le sol, il y en a un pour les plaques, il y en a un pour le four, il y en a, enfin, voilà, on a démultiplié ces nombres de produits. Et en fait, finalement, c'est autant de points de contact avec à nouveau des composés qui sont un cocktail finalement de polluants, alors du triclosan, de l'octylphénol, des parabènes, voilà. Et tout ça, ça émet dans l'air notamment un certain nombre de polluants. Donc, voilà, comme ce que je me répète, j'ai l'impression, mais je dis, revenons à des produits plus naturels. C'est des produits qui vont être sains, qui vont être parfois même plus économiques, qui vont être bien sûr plus écologiques et qui sont multitâches. Alors moi, mon petit dada, c'est personnellement le vinaigre d'alcool blanc. Je trouve ça très efficace. Ça désinfecte, ça désodorise, ça enlève le calcaire. On peut l'utiliser à chaud, à froid, désinfecter le frigo, laver les vitres. Enfin, je trouve ça vraiment assez magique. Et vous pouvez l'utiliser en duo, notamment avec le bicarbonate de soude. Et notamment, voilà, je vais faire très rapide parce que je vois que le temps avance, mais juste un petit aparté sur le nettoyage de la cuvette des toilettes. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai enjeu environnemental, ces blocs WC industriels, parce que on tire quand même plusieurs fois la chasse d'eau par jour, et à chaque fois, on envoie dans les eaux des composés chimiques qui vont dans le réseau d'évacuation des eaux usées et qui malheureusement polluent nos sources parce que les stations d'épuration n'arrivent pas à toutes éliminer. Alors que vous mélangez 100 grammes de bicarbonate de soude dans 150 millilitres de vinaigre blanc, vous mettez ça dans la cuvette, vous allez voir, ça fait un petit mélange qui crépite. C'est assez étonnant, c'est assez rigolo. Vous laissez agir ça 15 minutes, vous frottez et vous allez voir que c'est tout aussi efficace. C'est vraiment, ça permet vraiment d'éliminer la saleté, d'éliminer
le calcaire et même de supprimer les mauvaises odeurs. Voilà. Donc, revenons à des choses très simples, à des produits comme le savon noir, la terre de saumière, des citrons, du citron dans le frigidaire, ça va rafraîchir l'air du frigo, le marc de café. Voilà, il y a plein de petites astuces, je dirais, et heureusement, maintenant, on en trouve de plus en plus de ces produits simples, naturels et malgré tout très efficaces et qui va permettre d'éviter d'avoir cette pollution notamment dans l'air. Donc, n'oubliez pas d'ailleurs, hein, c'est un petit conseil de bon sens, mais voilà, d'aérer régulièrement vos espaces de vie. Et ça va aussi permettre d'avoir un environnement en tout cas moins polluant. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions sur la 4e partie. Non, il y avait juste quelqu'un qui demandait pour l'eau de Javel et quelqu'un qui a répondu non, surtout pas d'eau de Javel. Je ne sais pas si oui, voilà, on évite effectivement l'eau de Javel qui passe aussi dans les eaux en fait, malheureusement, et à nouveau qu'on a du mal après à éliminer. Une autre question rapide, parfum d'ambiance, encens, etc. Est-ce nocif? Alors, les parfums d'ambiance, c'est pas forcément. Alors, à nouveau, ça va dépendre des marques utilisées, mais souvent, c'est pas génial. Donc, je recommande pas forcément, sauf les choses très naturelles, les encens naturels, les choses comme ça. Voilà, je vous laisse poursuivre, je vois l'heure qui défile. Oui, surtout que les applis, voilà, je pense qu'on avait un petit sondage d'ailleurs, Nathalie, que vous pouvez peut-être lancer. Mais voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui, je vous laisse lancer le sondage, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces outils numériques qui peuvent vraiment nous aider à faire des choix éclairés. Alors j'avais envie de vous parler de 3 en particulier. La pionnière de toutes, qui est Open Food Fact. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est une base de données qui n'est que pour les produits agroalimentaires, qui a été créée en 2012. Donc, vous voyez, sa date, qui est vraiment transparente, tout à fait transparente, qui donne des données brutes et qui sert d'ailleurs de référence pour la recherche scientifique et pour les autorités de santé, qui est très intéressante parce qu'elle donne différents scores. Elle donne le Nutri-Score. Et vous voyez, elle donne la fameuse, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, la fameuse classification NOVA dont je vous parlais au début. Et donc, vous savez vraiment si vous avez un produit ultra transformé ou pas. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. En revanche, voilà, elle est peut-être un peu moins intuitive que d'autres applications à utiliser et elle ne propose pas d'alternative. Alors, de toute façon, Géraldine, on voit qu'il y a une très large majorité pour l'utilisation de Yuka à 79%. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, c'est la plus connue. C'est la plus connue de toutes, qui est assez récente, hein, qui a été lancée par une start-up française et qui a permis justement d'apporter beaucoup d'informations aux consommateurs et je trouve ça formidable. Alors, Yuka, elle utilise une certaine règle pour noter les produits. Hein. Elle fournit une note sur 100. Et pour les produits alimentaires, en fait, elle utilise le Nutri-Score à 60%. À 30%, elle prend en compte la présence d'additifs et à 10%, la dimension biologique ou pas du produit. Donc, c'est très rapide, très facile, très rapide. On scanne le code barre du produit et puis on a cette note qui arrive. Donc, ça nous permet très vite d'évaluer le produit et en plus, ça propose des alternatives, que ce soit pour les produits alimentaires ou pour les produits cosmétiques. Donc, c'est assez formidable. Voilà, la seule chose, c'est que ça ne prend pas en compte le degré vraiment de transformation du produit. Mais bon, si vous l'utilisez déjà à 80%, c'est génial. Et une dernière que je voulais vous présenter, c'est quel produit? Parce que là, en plus des produits alimentaires et cosmétiques, vous avez aussi la possibilité de scanner des produits ménagers. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et ça vous donne notamment aussi une note environnementale.
Voilà. Mais à nouveau, comme Yuka, ça ne prend pas en compte le degré de transformation du produit. Mais voilà, ça vous permet quand même de scanner les produits ménagers, donc c'est intéressant. Alors, je vois qu'il est 19h, donc ouf, je suis juste dans le timing. Voilà, pour conclure, hein, trois petites astuces. Écoutez, privilégier des aliments bruts ou peu transformés et des produits le plus naturels possible. Voilà, limiter en tout cas la consommation de produits alimentaires ultra transformés. 10-15% maximum du caddie pour privilégier votre santé. Choisissez des ingrédients avec une liste d'ingrédients la plus courte possible. Et puis, aidez-vous, mais vous le faites déjà, donc c'est super, de ces applis qui sont vraiment quand même très, très utiles pour faire des bons choix. Voilà, Nathalie, je crois que je vous rends la parole. Et je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup, Géraldine, pour tous ces précieux conseils qui nous concernent tous pour faire de nous, comme vous le disiez tout à l'heure, des consommateurs éclairés et faire les meilleurs choix possibles pour être en meilleure santé possible. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver également plein de documentation dans Apps, partage de fichiers. On a un petit guide sur le thème savoir lire les étiquettes. On a aussi une fiche sur les fruits et légumes de saison. On a cette diapositive sur les 3 idées principales à retenir parce que tout un diaporama, des fois, c'est très, très riche. Donc, voilà, au moins ces 3 idées-là, si vous pouvez retenir ça, c'est le principal. Et puis, un petit quiz, ce qui se cache dans votre assiette. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire pour nos prochaines conférences du mois de novembre et décembre. Merci à tous pour votre fidélité. Merci de remplir également le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher juste à la fin de ce webinaire sur vos écrans. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci Élodie, merci Géraldine. À très bientôt. Au revoir.